Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire et réaliser la prise de terrain en L, généralement appelée la PTL. Ce nom vient bien évidemment de la forme de sa trajectoire qui vous est présentée ici. Mais savez-vous quelles sont les branches de la trajectoire qui définissent ce L? L'étape de base et la finale, ou l'avant-arrière et l'étape de base? Le L est défini par l'avant-arrière et l'étape de base. Le but de la PTL est donc de nous amener en début de finale à la bonne hauteur et à la bonne distance du point d'aboutissement, c'est-à-dire dans le pinceau d'approche. Et cela tout en étant à la bonne vitesse et dans la bonne configuration. Si la PTL est bien réalisée, on n'aura plus en finale qu'à maintenir le plan et la vitesse jusqu'à l'atterrissage sur la piste ou dans le champ. La PTL est donc essentielle pour réussir un bel atterrissage, c'est-à-dire un atterrissage sûr et précis. Quel est à votre avis le secret pour réaliser une belle approche avec un bel arrondi sur le point d'aboutissement qui a été choisi? En fait, l'affaire se joue bien en amont, car pour assurer cette réussite, il faut en réalité que le planeur commence par entamer sa PTL dans la zone de perte d'altitude, à la bonne hauteur et au bon endroit. En effet, pour faire un bel arrondi, et à l'endroit choisi, il faut que la finale soit stable, donc avec un minimum de correction. Et pour que la finale soit stable, il faut qu'elle débute à la bonne distance et à la bonne hauteur. Et pour que cette finale débute à la bonne distance et à la bonne hauteur, il faut que l'étape de base soit elle-même bien placée et à la bonne hauteur, etc. Tout s'enchaîne comme cela à rebours, jusqu'à la zone de perte d'altitude, où il faut donc être au bon endroit et à la bonne hauteur. Chaque phase de cette PTL a son importance, et si une des phases est mal gérée, notamment la première, cela aura une répercussion sur toutes celles qui suivent, et impactera la précision et la sécurité de l'atterrissage. Comme un des buts de la PTL est de se poser avec précision, elle sera forcément construite en fonction du point d'aboutissement qu'on aura choisi. Et pour cela, il faut que ce point d'aboutissement soit en vue dès le début et pendant toute la prise de terrain. C'est pour cela que la forme du L a été retenue. Ce L présente plusieurs avantages. Il permet de voir le point d'aboutissement dès le début et de conserver une vue générale de l'aire d'atterrissage et de tous les autres aéronefs éventuellement présents dans le circuit. Les branches parallèles et perpendiculaires permettent d'évaluer l'effet du vent sur la trajectoire sol et donc d'anticiper les corrections de trajectoire qu'il faudra apporter en finale. Cela va donc également permettre au pilote d'évaluer en permanence son plan et lui donner la possibilité de faire de multiples ajustements. Enfin, cette trajectoire est standard, ce qui permet d'améliorer la sécurité des vols, car tous les aéronefs sont censés suivre ce cheminement, ce qui facilite l'anti-abordage et le séquencement des atterrissages. L'aspect standard de cette trajectoire permet également d'utiliser un minimum de ressources pour la suivre. Commençons par donner un ordre de grandeur des distances et des hauteurs. Précision importante, on verra en deuxième partie de cette vidéo les influences du vent. Mais pour l'instant, partons du principe qu'il n'y a pas de vent. Sans vent, donc, le début d'une finale est situé à environ à 800 mètres du point d'aboutissement et à une hauteur d'environ 100 mètres sol. L'étape de base est perpendiculaire à la finale et est censée avoir la même dimension. Elle doit donc débuter environ à 200 mètres sol et être écartée d'environ 800 mètres. L'avant-arrière débute en général au travers du seuil opposé de l'aire d'atterrissage, sur une trajectoire qui n'est pas rigoureusement parallèle, mais plutôt légèrement convergente. Elle débute vers 250 mètres sol, avec un écartement d'environ 1000 mètres. On est censé perdre moins de hauteur dans l'avant-arrière, car les aérofreins sont rentrés, ce qui n'est pas le cas en étape de base ni en finale. Le raccordement idéal avant-arrière se fait sous un angle de 45 degrés, pour avoir une bonne vue sur tout le trafic en tour de piste et sur la totalité de l'aire d'atterrissage. Le point de départ de cette branche de raccordement est la zone de perte d'altitude, dans laquelle tout planeur en local doit se trouver dès que sa hauteur se rapproche de 300 mètres sol. Détaillons maintenant, toujours sans vent, chacune des phases de cette PTL, en commençant par la première, la zone de perte d'altitude. Il peut y avoir des consignes spécifiques à chaque terrain en ce qui concerne cette zone. Par exemple, un sens de virage imposé ou une procédure radio particulière. Mais d'une manière générale, quand on arrive en zone de perte d'altitude,
il est bien de s'annoncer à la radio en précisant son altitude. On rejoint cette zone quand on souhaite venir se poser, et il y a alors 2 actions à mener. La première est de se réguler par rapport aux autres éventuels planeurs également dans la zone. Grâce aux annonces radio avec l'indication d'altitude, on connaîtra l'étagement des différents planeurs. Le plus bas va accélérer sa descente pour aller se poser rapidement. Et les plus hauts vont essayer de se maintenir en vol pour retarder leur approche et mettre de la distance par rapport au planeur qui les précède. La seconde action est de mettre le planeur en configuration pour l'atterrissage, en effectuant la procédure de préparation du planeur, puis en faisant la checklist « Tout va bien, continue Roger » qu'on a déjà étudiée dans une précédente vidéo. Attention, pour les planeurs équipés de volets, il y a une particularité. À ce moment du vol, ils doivent être seulement positionnés sur le cran correspondant à l'approche. On ne passera le cran landing, qui est utilisé pour l'atterrissage, qu'une fois le planeur aligné en finale. Parlons maintenant de la branche de raccordement. Si le positionnement de la zone de perte d'altitude est bon, ce raccordement devrait se faire sous un angle de 45 degrés. Il permet, comme on l'a dit, d'avoir une bonne vue sur tout le trafic en tour de piste et sur la totalité de l'aire d'atterrissage. On en profite donc pour choisir une bande d'atterrissage d'au moins 250 mètres de long, qui est dégagée, et dont on estime qu'elle devrait rester dégagée en fonction de l'activité qu'on constate en vol et au sol. Une fois cette bande d'atterrissage choisie, on détermine le point d'aboutissement associé. La façon de faire ce choix a déjà été étudiée dans une vidéo précédente. Rappelons seulement qu'il ne doit pas être trop près du seuil pour garder une marge de sécurité dans le cas où on serait un peu court, et qu'il ne doit pas être non plus trop près du seuil opposé pour se ménager une distance d'atterrissage et de décélération suffisante. C'est sur cette branche de raccordement qu'il va falloir décider à quel moment on va arrêter de se rapprocher de la piste pour débuter la vente arrière. Pour une PTLE standard, le début de cette vente arrière est censé se situer à une distance latérale d'environ 1000 mètres par rapport à l'axe d'atterrissage, à une hauteur de 250 mètres sol et à la vitesse optimale d'approche qui a été définie dans une précédente vidéo. La meilleure façon d'évaluer un bon écartement par rapport à l'axe d'atterrissage est d'évaluer sur quel plan latéral on se trouve par rapport à cet axe. Cette méthode a l'avantage de fonctionner quelle que soit la hauteur. Pour expliquer cette méthode, positionnons-nous en plan de coupe. Sur cette coupe, le plan est matérialisé par la ligne qui relie le planeur à l'axe d'atterrissage. Ce plan est défini par l'angle qui existe entre la ligne et le sol. La méthode va consister à déterminer s'il y a un écart entre le plan actuel et le plan idéal. Commençons donc par définir le plan idéal. On a dit que le début de la PTL était globalement situé à 1000 mètres d'écartement de l'axe d'atterrissage et à une hauteur de 250 mètres sol. Voilà ce que serait donc notre plan idéal en début de vente arrière. Si on mesure l'angle d'inclinaison de ce plan, on relève précisément 15 degrés. Sachant qu'en planeur il faut mieux être un peu plus haut qu'un peu plus bas, et qu'il est difficile en vol d'évaluer précisément cet angle, on va donc se donner une marge du bon côté et considérer que notre plan idéal est le pinceau situé entre les plans de 15 et 20 degrés. Ce pinceau matérialise toutes les positions où le planeur est dans le bon plan. On voit bien ici que cette méthode fonctionne quelle que soit la hauteur. Si un planeur se positionne dans ce plan à une hauteur supérieure à 250 mètres sol, cela lui donnera un écartement latéral supérieur à 1000 mètres. Et si au contraire un planeur se positionne dans ce plan à une hauteur inférieure à 250 mètres sol, cela lui donnera un écartement latéral inférieur à 1000 mètres. Quelle que soit notre hauteur, si on se positionne dans ce plan, on aura un écartement adéquat. Cependant, il y a quand même des limites à respecter. En dessous de 150 mètres sol, on abandonne le point d'aboutissement prévu et on se met immédiatement en étape de base, car si on poursuit, les évolutions seront trop basses en finale. Et au-dessus de 350 mètres, on sort les aérofreins et on converge, sinon on sera trop écarté et en dehors du circuit standard. Le taux de chute naturel du planeur le fait descendre pendant cette vente arrière. Par conséquent, pour rester dans le bon plan, on voit bien qu'il doit se rapprocher de la piste. C'est ce qui explique que la vente arrière doit être légèrement convergente. On voit bien dans cette vue en perspective que pour rester dans le plan, le planeur doit se rapprocher sensiblement de la piste au fur et à mesure de la descente. Voyons maintenant comment faire en pratique pour évaluer si on est dans le plan idéal. Il y a une méthode relativement simple.
Si on reprend la vue en coupe et qu'on incline le planeur entre 15 et 20 degrés, on voit que la ligne qui relie le cockpit et le saumon de l'aile basse est parallèle à ce plan idéal. Il est donc possible d'utiliser le bout d'aile comme viseur pour matérialiser cet angle. La technique consiste donc à incliner très brièvement le planeur entre 15 et 20 degrés et de regarder où se positionne le bout d'aile par rapport à l'axe d'atterrissage. Il y a 3 cas possibles. Le bout d'aile matérialise un point au sol au-delà de l'axe d'atterrissage. Cela signifie qu'on est trop près et qu'il faut augmenter l'écartement. Le bout d'aile matérialise un point situé au sol entre le planeur et l'axe d'atterrissage. Cela signifie qu'on est trop loin et qu'il faut se rapprocher de la piste. Enfin, le bout d'aile matérialise un point au sol voisin de l'axe d'atterrissage. Cela signifie que notre écartement est satisfaisant. Il y a 2 difficultés dans cette technique. D'abord, il faut être capable d'afficher une inclinaison qui sera réellement voisine des 15 à 20 degrés. Sinon, l'évaluation du plan sera fausse. Votre instructeur vous fera visualiser cette valeur d'inclinaison en vol. L'autre difficulté est qu'il faut que cette manœuvre soit suffisamment rapide pour ne pas changer de cap. L'inclinaison créée doit donc être annulée avant qu'un taux de virage ne se manifeste, comme lors d'un battement d'aile par exemple. Si une correction d'écartement est nécessaire, il faudra l'effectuer avec une mise en virage franche, un bout de ligne droite calibré en fonction de l'écart constaté, puis une autre mise en virage franche pour se repositionner au bon écartement. Comme cela a déjà été dit, cette méthode permet de se positionner au bon écartement, quelle que soit notre hauteur. Cette manœuvre, qui est utilisée uniquement en formation, pourra vous être utile dans un premier temps pour vous aider à matérialiser le plan. Mais avec un peu de pratique, vous serez vite capable d'évaluer ce plan en restant à inclinaison nulle et en matérialisant mentalement la bonne position que doit avoir la piste par rapport à l'aile du planeur. La façon de se positionner correctement en début de vente arrière ayant été définie, voyons maintenant comment gérer la vente arrière par elle-même. La première chose à faire une fois positionné en début de vente arrière est d'envoyer son message radio dans le format conforme aux consignes locales. Arrêtons-nous une minute de parler de la vente arrière pour parler de sécurité des vols. Attention, à partir du moment où la vente arrière a été débutée, il n'est plus autorisé de tenter de raccrocher. Cela pour 2 raisons. D'une part, à faible hauteur, les ascendances sont en général étroites, ce qui nécessite de grandes inclinaisons, et elles génèrent des instabilités de vitesse à cause des rafales verticales. Le planeur est donc difficile à piloter dans cette situation, et il y a un risque important de perte de contrôle que la faible hauteur ne permettra pas de rattraper. La deuxième raison est que spiraler dans un tour de piste va perturber les trajectoires de tous les autres aéronefs dans le circuit et va générer une situation accidentogène, car chacun devra sortir de sa trajectoire standard pour en inventer une nouvelle. Il faut donc absolument respecter cette consigne. Une fois la vente arrière entamée, tenter un raccrochage ne fait plus partie des options. Cette remarque importante ayant été faite, reprenons le cours de notre vente arrière et voyons comment elle doit être gérée. Supposons que l'écartement est bon et que nous sommes dans le plan. Il y a 3 situations possibles. Premier cas, la masse d'air est stable et le taux de chute est constant à une valeur standard correspondant à la finesse naturelle du planeur. Dans ce cas, on poursuit notre vente arrière légèrement convergente qui devrait nous faire arriver en début d'étape de base, au bon endroit et à la bonne hauteur. Deuxième cas, la masse d'air est instable et on traverse une zone ascendante qui génère un vario positif. S'il s'agit d'un vario 0 ou légèrement positif temporaire, il suffira d'annuler momentanément la convergence et on restera dans le plan. Si par contre l'ascendance se maintient, ou si elle devient forte, voire très forte, la solution consistera à utiliser les aérofreins pour obtenir et réguler un taux de chute équivalent à la finesse naturelle du planeur, qui nous permettra de poursuivre notre trajectoire le long du plan de descente. Troisième et dernier cas, on rencontre une descendance plus ou moins forte et qui persiste. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution possible, c'est de converger plus ou moins pour revenir et rester dans un bon plan latéral. Tout en gérant le contrôle et le maintien du plan, il y a une autre tâche qui nous incombe pendant la vente arrière. C'est de déterminer à quel moment il va falloir se mettre en virage pour passer en étape de base. Ce point de virage en étape de base, qu'on appelle point clé,
va définir la longueur de la finale. Il est donc lié à la position du point d'aboutissement qu'on a choisi. On a dit que pour une PTL standard, la finale et l'étape de base étaient sensiblement de la même dimension, environ 800 mètres. Cela représente approximativement 30 secondes de vol pour chaque branche, puisqu'en approche notre vitesse est voisine de 25 mètres par seconde, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo. Si on relie le point d'aboutissement à la position du planeur quand il arrive au point clé de l'étape de base standard, on obtient un triangle rectangle isocèle, dont la caractéristique est que les deux angles opposés à l'angle droit ont pour valeur 45 degrés. Si par ailleurs on trace une perpendiculaire à l'axe d'atterrissage au travers du point d'aboutissement, et que depuis l'avant-arrière on trace une diagonale à 45 degrés vers l'avant du côté de la piste, à la convergence près, on obtient un carré avec ces deux diagonales. Eh bien, cette figure géométrique va nous donner les repères nécessaires pour déterminer le point clé où nous allons devoir nous mettre en virage d'étape de base. Lorsqu'on passe le travers du point d'aboutissement choisi, on trace mentalement la diagonale à 45 degrés vers l'avant du côté de la piste, et on cherche un repère au sol situé à l'intersection de cette diagonale avec l'axe de la finale. Ce point donne une première idée de l'endroit où il faudra débuter la finale, et donc de la position du point clé. Mais en fonction de la nature du sol, il n'est pas toujours facile de trouver un repère qui reste facilement identifiable. Et il ne faut pas focaliser sur ce point, mais garder la piste en vue, car c'est seulement en regardant la piste qu'on peut évaluer si on est bien placé. En poursuivant l'approche, lorsqu'on voit le point d'aboutissement qu'on a choisi sous 45 degrés vers l'arrière, cela indique qu'on est arrivé au point clé de début de virage vers l'étape de base de notre PTL standard. Bien sûr, si on attend ce point précis pour virer, on ne sera pas en étape de base au bon endroit, à cause du rayon de virage. Et il faudra donc anticiper un peu la mise en virage avant d'arriver à ce point. Normalement, les lois de la géométrie doivent faire qu'à l'issue de cette mise en virage, on doit se retrouver face au repère sol qui avait déjà été déterminé. Parlons maintenant de l'étape de base. On a vu dans la leçon sur l'approche finale que les critères de réussite étaient qu'en sortie de dernier virage, le planeur devait être sur l'axe de la piste, dans le pinceau d'approche, à la VOA, et avec les aérofreins sortis à demi-efficacité. Voyons comment on s'organise pour obtenir tous ces critères. Reprenons à partir de la fin de vent arrière. Un peu avant la diagonale 45 degrés, on se met en virage. Les deux derniers critères de réussite, VOA et aérofrein, sont à gérer en début d'étape de base. Ils sont liés car la sortie des aérofreins va nécessiter un ajustement de l'assiette pour maintenir la VOA. On ne sort pas les aérofreins pendant le virage. Une fois établi en étape de base, on regarde la piste, et si on est dans le bon plan, on sort les aérofreins à demi-efficacité. On ajuste ce braquage en regardant l'extrado de l'aile basse du côté de la piste, et on fige manuellement la manette des aérofreins dans cette position. Attention, il faut avoir une action conjointe sur le manche pour ajuster l'assiette et maintenir la VOA, sinon la sortie des aérofreins va faire diminuer notre vitesse. Ces deux actions sont relativement simples à effectuer, et ces critères de réussite sont donc faciles à obtenir. Pour arriver dans le pinceau d'approche, c'est-à-dire à la bonne distance et à la bonne hauteur en début de finale, eh bien, on l'a dit. Il faut commencer par être au bon endroit et à la bonne hauteur dans la zone de perte d'altitude, puis il faut rester concentré sur le suivi de la trajectoire en respectant les différentes règles que nous venons de voir. Cela devrait nous amener presque à coup sûr dans une position favorable pour débuter la finale. Le dernier critère est l'arrivée sur l'axe de la piste. Il s'agit ici de savoir débuter le dernier virage au bon moment. Un virage de prise d'axe est un exercice que vous êtes censé savoir faire avant de débuter l'étude de la PTL. Ce qu'on peut rappeler malgré tout, si vous n'êtes pas sûr du moment où il faut débuter le dernier virage, c'est qu'il faut mieux le commencer un peu trop tôt qu'un peu trop tard. En effet, un rattrapage d'axe suite à un dernier virage commencé trop tôt se corrige en diminuant l'inclinaison, ce qui est facile à faire et qui n'est pas dangereux. L'ajustement final de la trajectoire se fera également avec un virage à faible inclinaison qui ne présentera pas de difficultés particulières. Alors qu'un rattrapage d'axe suite à un dernier virage commencé trop tard se corrige en augmentant l'inclinaison,
ce qui est difficile et dangereux à effectuer à basse hauteur. Et l'ajustement final de la trajectoire nécessitera de passer rapidement d'une inclinaison forte dans un sens à une inclinaison relativement forte en sens contraire près du sol, ce qui est techniquement difficile et dangereux à réaliser. Ces consignes terminent l'étude de la réalisation de la PTL standard sans vent. À tout moment, le pilote peut bien sûr déroger à cette trajectoire standard, en raccourcissant une branche ou en anticipant un virage par exemple, s'il a conscience d'une situation qui l'amènerait à ne pas être bien placé en début de finale. Voyons maintenant les particularités de la PTL lorsqu'il y a du vent. Quelle que soit la direction du vent, il faut bien sûr corriger la dérive sur chaque branche pour que les orientations de la trajectoire au sol que nous avons vues soient les mêmes. Si le vent est dans l'axe de la piste, il y aura une correction de dérive à effectuer en étape de base. Si le vent est de travers par rapport à l'axe de piste, la correction de dérive sera effectuée en vent arrière. Et pour une direction de vent intermédiaire, il faudra faire une correction adaptée sur chaque branche. Comme on le verra, le positionnement des branches sera aussi à adapter et à décaler en fonction du secteur d'où vient le vent, ce qui va raccourcir l'une ou l'autre des branches. Avec une composante de vent arrière en étape de base, il faudra anticiper la prise d'axe. Et avec une composante de vent de face, il faudra la retarder. Ce qui va également changer, c'est la vitesse à afficher. On a vu dans une précédente vidéo comment calculer la VOA. Ce calcul sera fonction de la composante de vent max de face qui est estimée en finale. La VOA est censée être affichée dès le début de la vente arrière. Si le vent est très fort de face en finale, il faudra aussi bien anticiper le virage de passage en étape de base. La composante de vent de face va également avoir une influence sur la longueur de la finale. En effet, plus cette composante sera forte, plus notre vitesse sol sera faible, et pour une hauteur donnée à perdre, plus notre finale sera courte. Nous allons donc étudier la technique qui va permettre de positionner avec précision notre étape de base plus près du terrain, et ceci de façon calibrée en fonction de la valeur de la composante de vent de face prévue en finale. Pour cela, on part du point d'aboutissement qu'on a choisi et on place, au vent, un point de construction sur la piste qui est décalé de 100 mètres par tranche de 10 nœuds de vent. Cette technique nécessite de connaître la distance entre les balises de bord de piste pour être capable de placer précisément ce point. On a parlé de cela dans une vidéo précédente. Voici les exemples de distance sur deux terrains différents. Puits Vert, où les balises sont espacées de 50 mètres, et Buneau-Bonnevaux, où les balises sont espacées de 100 mètres. Si on a 20 nœuds de face en finale, par exemple, on va déterminer notre point d'aboutissement comme d'habitude, et déterminer un point de construction décalé de deux balises plus loin si les balises sont espacées de 100 mètres. Ce point de construction est celui qu'il va falloir utiliser à la place du point d'aboutissement réel pour placer notre carré et ses diagonales, qui nous serviront à déterminer le point clé où il faudra débuter le virage de mise en étape de base. Mais attention, c'est la seule utilité de ce point. Dès qu'on est en étape de base, ce point de construction ne sert plus. On travaillera notre plan au final par rapport au point d'aboutissement réel qui avait été choisi pour l'atterrissage. Pour terminer, revoyons les points clés de cette vidéo. Pour se donner toutes les chances de réaliser un bel atterrissage, il faut commencer par se trouver au bon endroit à la bonne hauteur dans la zone de perte d'altitude, de façon à bien commencer l'enchaînement des différentes phases devant nous amener à être bien positionnés en début de finale. Pour être bien positionné en début de vent arrière, il faut ajuster son écartement en visualisant sa position vis-à-vis du plan idéal 15-20 degrés par rapport à l'axe d'atterrissage. Pendant la vente arrière, il faut surveiller le vario et faire les ajustements nécessaires pour rester dans le bon plan. Sans vent, on utilise les deux diagonales à 45 degrés pour visualiser le point clé de mise en virage d'étape de base, et on anticipe le virage pour débuter cette étape de base au bon endroit. Enfin,
La correction de placement de l'étape de base en fonction du vent s'effectue en utilisant le même principe, mais en se basant sur un point de construction qu'on décale au vent de 100 mètres par tranche de 10 nœuds de vent. Une fois en étape de base, le plan se travaille sur le point d'aboutissement réel. Dans cette vidéo, nous avons étudié la PTL. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'approche finale.